Je trouve que nous, enfants d'Afrique, nous ne valorisons pas assez les produits locaux qui sont ici. Quand on parle de 100% des commandes, on parle de 100% des clients déjà en portefeuille. Est-ce que c'est les entrepreneurs qui devraient le faire ou c'est plutôt quelque chose lié à l'État où chacun doit avoir sa part de responsabilité dans ça? Chacun a sa part de responsabilité parce que les entrepreneurs ne peuvent rien faire si l'État ne suit pas. Mais Hmm. l'État ne peut rien faire également si les entrepreneurs ne suscitent pas un intérêt. Aujourd'hui, il y a plusieurs marques. Chacun fait son, comme on dit, son petit bonhomme de chemin, Ouais. mais on n'a pas d'impact. Du coup, quels sont les défis que vous rencontrez justement dans votre projet-là? Tout ce que nous venons de dire ne pourrait se faire sans financement. Hmm. D'accord. Donc, merci beaucoup, Madame Denis, d'avoir accepté notre invitation donc, pour cet échange. C'est pour notre podcast intitulé Placeter Africa. Donc, le but, c'est de pouvoir donner un peu de la lumière à des professionnels qui sont en Afrique, donc qualifiés, qui réalisent des projets sur le continent en vue de mettre en avant ces talents africains, donc qui sont parfois méconnus quand on est dans la diaspora, et que le plus souvent, quand on a envie de réaliser des projets en Afrique, si on n'est pas sur place, on ne connaît pas les différents profils existants et les différents prestataires et quels sont ceux avec qui on peut pouvoir mener une collaboration. Donc, vous, vous êtes la fondatrice donc, de l'entreprise Africa Foodies Industries, dont le but, c'est de pouvoir faire de la transformation de fruits en jus naturel et également vous opérez dans le domaine de la restauration. Et donc, durant ce podcast, nous allons pouvoir parler de plusieurs thématiques avec votre parcours inspirant, votre entreprise que vous avez déjà créée depuis pas mal d'années maintenant. Donc, durant ce podcast, nous allons parler de votre parcours d'abord. Vous allez nous expliquer qui vous êtes, votre parcours, votre vision par rapport à votre structure, quelle est la genèse du projet, par quoi vous avez commencé, quels sont les défis liés à votre activité. euh, Également, bah, comment est-ce que vous arrivez à relever ces défis-là? Euh, Comment vous êtes passé de votre idée jusqu'à la structuration de votre projet? Et, également, comment est-ce que vous avez diversifié vos différentes sources de revenus avec vos différents partenaires? Également, à un moment donné, vous parliez d'une franchise que vous vouliez mettre en place. Donc, vous allez nous expliquer un peu pourquoi avoir opté pour ce modèle et qu'est-ce que cela pourrait inspirer à d'autres personnes et comment est-ce que cela bah, fonctionne. Et surtout, comment est-ce que vous voyez le fait que vous valorisez nos produits locaux jusqu'à pouvoir les donner dans le domaine de la restauration et qui est bah, vraiment une bonne santé pour les gens qui consomment vos, vos produits. Également, vers la fin, nous allons parler s'il y a d'éventuels partenariats possibles avec des personnes, par exemple, vivant dans la diaspora, qui aimeraient collaborer avec vous, par exemple quelles pourraient être des potentielles pistes qui pourraient être possibles. Et pour finir, bah, si vous aurez des conseils pour des personnes qui ont envie de se lancer, s'inspirer de votre parcours, pouvoir donner à d'autres envies, d'autres personnes des envies de pouvoir faire comme vous, votre parcours. Donc, donc, sans plus tarder, donc, je vais juste vous laisser vous présenter, donc, qui vous êtes, votre structure, la jeunesse du projet, et voilà, comme ça on connaîtra mieux votre parcours et votre vision surtout. D'accord. Merci beaucoup, Karine. Je suis Denis Nangba, fondatrice de Africa Food Industry. À l'origine, je suis auditeur comptable qui a exercé dans l'administration privée et publique pendant une dizaine d'années. Ok. Et à la suite de cette expérience-là, j'ai voulu me mettre à mon propre compte pour exercer dans le domaine de l'alimentation. Pourquoi cela a été fait ainsi? C'est parce que, bon, depuis ma tendre jeunesse,
J'avais pris l'habitude de faire quelques recherches sur l'alimentation, sur les effets de l'alimentation sur le bien-être des personnes. En effet, dans ma famille, j'ai eu mon père qui a eu une maladie, je dirais, liée à l'alimentation. Et il s'agissait de pouvoir trouver des bonnes méthodes pour le faire durer le plus longtemps possible sur la Terre. Donc, dans ce cadre-là, je me suis un peu intéressé à tout ce qui est association d'aliments et à leur impact sur la santé. Donc, j'ai commencé l'aventure par d'abord la restauration, la préparation de plats cuisinés d'abord pour, je vais dire mon environnement direct parce que même quand j'étais encore à l'université, j'étais constamment sollicité pour tout ce qui était réception, anniversaire, mariage et autres. Donc, j'avais pris l'habitude de préparer en grande quantité et de réussir cela. Et parallèlement à ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu le cas de la maladie de mon père qui m'a interpellé, qui a fait en sorte que je puisse encore plus m'intéresser à ce volet-là. Mhm. Et c'est dans le cadre toujours de mes activités annexes que j'ai été contacté par une clinique de la place qui a demandé que nous puissions faire des plats pour des malades hospitalisés. Parce qu'ils avaient pu consommer nos repas, ils avaient vu qu'ils répondaient quand même à leurs exigences. Donc, à la suite de ça, j'ai dû démissionner de mon poste et me consacrer entièrement à cette activité. Donc, comme je le disais, dans un premier temps, il s'agissait de créer de nouvelles recettes sur la base des recettes traditionnelles ivoiriennes et africaines, de les revisiter et puis de pouvoir, à partir des ingrédients locaux, euh, les innover, apporter de l'innovation pour peut-être réduire le gras ou le sucre et puis permettre qu'ils soient meilleurs pour la santé. Et arrivé à un moment donné, on a commencé également à réfléchir sur la question des jus de fruits, puisque les fruits doivent faire partie intégrante de notre alimentation, même si en Afrique, on n'en consomme pas beaucoup. Donc, on a essayé de réfléchir sur des méthodes pour les faire consommer plus facilement par les populations. Et nous nous sommes vraiment concentrés sur tout ce qui est jus de fruits, parce que en Afrique, les jus de fruits sont beaucoup consommés par rapport aux fruits, on va dire aux fruits entiers. Mhm. Donc, on a travaillé dessus et on a pu bénéficier d'une formation à cet effet. Et c'est à la suite de ça que nous avons créé notre marque qui est Foodies, une marque de jus de fruits local à base de produits locaux que nous proposons aux consommateurs. D'accord. Donc, le jus de fruits est venu après que vous avez vu que dans la restauration, il y avait ce besoin qui était là également et que, vu que vous, votre vision, c'est surtout manger sain pour avoir un esprit sain dans un corps sain. Donc, vous avez dit que les Exactement, fruits auraient pu être un complément à ce que vous faisiez déjà dans la restauration. c'est ça. Ok, Et finalement, on s'est rendu compte même que les jus ont pris un peu le pas sur la restauration parce qu'il y avait beaucoup de demandes et tout. ok. Donc, on a poursuivi dans ce sens-là tout en continuant d'offrir des repas sains et équilibrés aux consommateurs. Ok, donc la restauration, c'était toujours dans le domaine, donc dans les hôpitaux où vous aviez maintenant agrandi sur d'autres partenaires. Non, on offre nos plats à toutes les cibles, on offre nos plats aux entreprises. On est plus sur le volet B2B. Ok. Donc, on intervient dans tout ce qui est événements, séminaires de formation, euh, repas. On n'a pas fait beaucoup de B2C, on s'est plus axé sur des repas, soit Hmm. vers des institutions ou des entreprises. Ouais, ça c'est très bien. C'est un bon point ça parce que la plupart du temps en Afrique ou en général quand on veut faire des projets, on pense souvent au B2C, aux particuliers, sachant que, Mhm, il y a un besoin réel sur les entreprises, donc qui n'ont pas ce mhm. temps de pouvoir faire des choses qui ne sont pas dans leur domaine, qui sont en annexe, et le fait d'avoir une autre entreprise qui peut les substituer de ça, donc ça c'est un bon ciblage. Donc cela fait maintenant combien d'années que vous opérez dans cette entreprise
C'est depuis 2018, il me semble, ou... Oui, on a créé Africa Foodies Industries en 2018, mais il OK. faut dire que notre expérience est un peu plus vieille. Hmm. C'est depuis 2014. Ok, super. Ouais, parce qu'au début, vous le faisiez d'abord dans l'informel, le temps Voilà. d'acquérir de Mhm. l'expérience et tout ça. C'est Ok, ça. super, c'est très bien. Et du coup, quels sont les défis que vous rencontrez justement dans votre projet-là, que ce soit dans la restauration ou dans la transformation du jus? Et comment est-ce que cela se passe? Les fruits, c'est que vous avez vos propres fournisseurs, vous avez vos propres usines, ou vous travaillez en Mhm. partenariat. Et comment ça se passe? Et quels sont les défis que vous rencontrez dans ce domaine, niveau logistique, s'il y a des Mhm. normes ou il y a des qualités de référencement qu'il faut respecter? Voilà. Mhm. Bon, je parlerai pas de défis, mais je parlerai plutôt d'exigences. OK. Le domaine de l'alimentation est vraiment crucial puisque il tient de la vie de l'homme. Donc, il y a beaucoup d'exigences à respecter pour pouvoir s'inscrire dans ce domaine-là. D'abord, les exigences en termes, on va dire, normatifs, OK. la réglementation du pays dans lequel nous exerçons, la Côte d'Ivoire, où Mhm. il y a plusieurs normes à respecter en termes de qualité, d'hygiène, de sécurité, d'environnement. D'accord. Donc, tous les jours, nous essayons de pouvoir rentrer dans ce cadre-là pour être vraiment une entreprise citoyenne qui ne pollue pas l'environnement par les déchets que nous allons produire, mais également qui permet même, qui contribue en fait à véritablement offrir des produits de qualité aux consommateurs. Donc, en OK. termes de normes qualité, on a des référentiels, notamment l'ISO 22000 ou encore le HACCP, qui concerne tout ce qui est transformation agroalimentaire, tout ce qui est restauration. Mhm. Et il faut pouvoir s'adapter. Il faut dire également que l'intégration de ces normes-là dans le quotidien exige un niveau d'investissement, exige de pouvoir avoir certains équipements, exige même une nouvelle configuration des locaux où nous faisons notre production. Et c'est ce genre de défi-là que nous rencontrons au quotidien, comment vraiment s'aligner sur ce que les normes nous recommandent. En deuxième position, on a un défi en termes de capacité de production. Il faut dire également que lorsque nous avons fait le lancement de notre marque de jus de fruits, elle a rencontré beaucoup d'engouement et très vite, on a été confronté à des commandes qu'on n'arrivait pas vraiment à satisfaire. Et Mhm. notre capacité nous permettait et nous permet de répondre à peu près 20% des commandes que nous recevons. Ah ouais. Donc, nous sommes inscrits dans une démarche de mécanisation de certains processus, notamment les processus de fin de chaîne, OK. pour nous permettre d'accroître, on va dire, de 5 fois la capacité actuelle de production. De fin de chaîne, c'est-à-dire, c'est un niveau logistique. Oui, au niveau logistique, mais surtout dans la production, la fin de chaîne, c'est la partie la plus sensible de notre processus, OK. puisqu'elle part de la pasteurisation des jus jusqu'à leur mise en bouteille. C'est, bon, je vais parler un peu technique, c'est le Oui, processus si vous critique. voulez nous expliquer un Voilà, peu le processus idéal, genre voilà. quand on prend Donc, un je vais un peu fruit. expliquer comment est-ce que nous procédons. D'accord. Nous avons plusieurs fournisseurs de fruits puisque nous transformons tout ce qui est fruits local disponible en Côte d'Ivoire. Donc, on a par exemple les oranges, l'ananas, le gingembre, le bissap, le fruit de la passion, etc. Mhm. Donc, tous ces fruits-là, nous avons différents fournisseurs. On a des coopératives de planteurs, on a également des grossistes qui nous mettent à disposition les fruits. Et quand nous recevons ces fruits-là, nous procédons à un premier traitement qui est le lavage et la désinfection, qui nous permet de rendre ces fruits-là propres pour pouvoir ensuite les transformer. Une fois lavés, nous procédons à leur, on va dire, à leur parage, c'est-à-dire on les épluche, on les découpe, on enlève tout ce qui est pépins, résidus et tout. Et maintenant, on a la chair du fruit qu'on fait passer par les extracteurs. En D'accord. fonction du type de fruit, on a plusieurs extracteurs. Par exemple, on a l'extracteur pour le gingembre, on a l'extracteur pour l'ananas, ainsi de suite.
Et une fois que c'est fait, on a maintenant une pulpe entre les mains qu'on utilise pour effectuer notre jus en y ajoutant des ingrédients. Il faut dire que dans nos jus, on a plusieurs catégories. On a les jus qu'on appelle pur jus, qui sont des jus vraiment 100% en jus. On n'a pas d'additif. Ok, Donc, une fois que le fruit est pressé, on le met en bouteille. On a ok, également les nectars où on ajoute de l'eau et quelquefois un peu de sucre. ok. Et à côté de ça aussi, on a les cocktails, qui sont des associations de fruits, soit avec de l'eau ou sans eau, que nous mettons également à la disposition des consommateurs. Donc, Ok. une fois qu'en fonction du type de jus, on a appliqué la formule qu'il faut, on procède maintenant à ce qu'on appelle la pasteurisation, qui permet de chauffer rapidement et de refroidir le jus pour éliminer tout ce qui est micro-organismes qui pourraient entraîner une altération rapide du produit. Donc, on procède à la pasteurisation. Et une fois que le jus est pasteurisé, normalement, on ne doit plus avoir d'intervention humaine en tant que telle, puisque nous pouvons à nouveau recontaminer le jus. Donc, c'est ce fin de processus-là que nous avons essayé de standardiser, de mécaniser pour nous Hmm. permettre vraiment d'avoir un produit de qualité en bout de chaîne. Donc, après avoir pasteurisé, on le met en bouteille, on ferme la bouteille, on ajoute les étiquettes, les dates de fabrication, date limite de consommation et on stocke le produit. Il faut dire qu'on a deux catégories de produits. On a les produits que nous emballons en PET, les bouteilles plastiques qu'on connaît, et on a également les produits que nous emballons en verre. Donc, Ok, les produits en PET se conservent à partir de 4 degrés, de 4 à 0 degrés. Ils ne vont pas au-delà. S'ils sont à plus de 4 degrés, on n'est pas sûr de les conserver en bon état. Donc, d'accord. il faut vraiment les conserver à 4 degrés, c'est-à-dire au moins au réfrigérateur. Ok, Donc, pour ces types de produits-là, on les met en chambre froide. Également, pour les produits en verre, eux, ils ont une plus forte résistance. Ils peuvent être conservés à température ambiante. Donc, eux, on les conserve à l'air libre, sans altération. ok. Donc, quand on parle de fin de chaîne, c'est à partir de la pasteurisation. Tout ce qui est pasteurisation, mise en bouteille, étiquetage, pose des dates, c'est le fin de chaîne. Et c'est la fin de chaîne plutôt. Et c'est cette partie-là qu'il faut véritablement bien maîtriser pour garantir un produit de qualité au consommateur. D'accord. Et c'est cette fin de chaîne-là qui vous a permis également d'aller beaucoup plus vite, donc de faire une croissance. Voilà, qui nous permet d'aller beaucoup plus vite une fois que les jus sont formulés Ok. Donc vous êtes passé maintenant de 20% de satisfaction à combien de pourcents environ? à 100%. 100% de demandes que vous Oui, oui, recevez maintenant. c'est ça. C'est énorme. Et ça, Mhm. c'est en quelques années ou en peu de temps, il a fallu que... Non, en plusieurs années, Ok, en avec à peu près l'expérience, 3 ans, l'expertise. D'accord. parce que bon, il fallait aussi calibrer et véritablement maîtriser les nouveaux processus. Ok. Puisque lorsqu'on était totalement manuel, il y a des processus qu'il a fallu réviser pour passer au semi-industriel. Donc, on Ok. devait réviser, voir vraiment les bonnes associations, voir comment est-ce que nous pouvons réellement adapter les processus manuels à des processus maintenant automatiques sans Hmm. altérer le jus parce que nous nous inscrivons dans du jus de fruits naturel. Ok. Donc, on n'utilise pas de produits chimiques. Ok. Et du coup, Donc, dans ce on a cas, tenu, vos jus-là peuvent être conservés pendant combien de temps environ? euh, pour les formats en verre, ils peuvent être conservés 1 an. Ah ouais. Voilà. Maintenant, pour les formats en PET, on va de 3 mois à 6 mois en fonction de l'acidité du fruit de base. Ok. Plus le fruit est acide, plus il se conserve plus longtemps. Mais comme je l'ai dit, pour les formats en PET, ils doivent être conservés au frais à 4 degrés. Ok. D'accord. Et du coup, mais avec maintenant le fait que vous avez réussi à couvrir 100% de vos commandes, vous avez encore
des zones non exploitées dans ce domaine, des opportunités qui ne sont pas encore exploitées si vous avez déjà 100%, ou il y a encore des zones que vous pouvez aller chercher pour encore plus augmenter votre croissance ou proposer d'autres types de Bon. produits ou de... Mhm. Oui. Quand on parle de 100% des commandes, on parle de 100% des clients déjà en portefeuille qui OK, passaient des commandes qu'on n'arrivait pas à satisfaire. d'accord. Et il faut dire que ces clients-là ne représentent même pas 5% de part de marché, Ah puisque oui, pour le moment, nous ne sommes pas encore ni leader ni challenger sur le marché. OK. Donc aujourd'hui, la première étape a consisté à déjà répondre aux besoins de nos clients qui nous avaient déjà sollicités et qui nous passaient des commandes. Ah ouais, Et OK. là, une fois que ce besoin-là est satisfait, il nous faut maintenant aller à la conquête du marché pour proposer ces jus naturels-là à plus de clients. OK. Donc, il y a encore des Et opportunités voilà, il y a inexploitées dans le vraiment secteur. beaucoup d'opportunités. Et là, je dirais que c'est vraiment le tout premier pas que nous venons de Oui, poser. ah ouais, Et l'État de Côte d'Ivoire nous a fait confiance en nous octroyant un terrain industriel en zone industrielle de Beaunois. c'est très bien, Le félicitations. challenge, merci beaucoup. Le challenge actuel, c'est de pouvoir mettre en place cette unité-là qui va nous permettre véritablement de couvrir toute la Côte d'Ivoire d'abord et Hmm. ensuite les pays limitrophes et même l'international. C'est super ça. Donc ça, c'est votre vision sur le long terme. Oui, d'ici, on va dire 2 à 3 ans, on doit pouvoir mettre en place cette unité-là Ok. qui va nous permettre de passer encore un autre cap et de pouvoir répondre aux besoins des clients. Parce que là, jusque-là, les commandes que vous avez par rapport aux clients, c'est plus Côte d'Ivoire, Abidjan. Vous avez un C'est peu... Abidjan et banlieue. On n'a Ok, pas encore attaqué l'intérieur du pays d'accord. et pas encore en exportation. Euh, on a eu des avis d'intéressement pour nos produits, mais notre capacité de production très faible a fait que nous n'avons pas pu signer des accords avec ces partenaires-là, Ok. étrangers, d'autres pays et tout. Donc là, maintenant, le défi, c'est de pouvoir mettre en place cette unité industrielle-là et de Hmm. pouvoir adresser véritablement toutes ces personnes-là qui souhaiteraient avoir le jus foodies dans leur frigidaire, dans leur quotidien. C'est super. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment encore de marché à aller exploiter. Oui, Donc là, avec vos quelques années d'expérience là par rapport à ça, donc il y a vraiment des pièges que vous auriez pu éviter, que vous avez oui, découvert avec l'expérience, oui, j'imagine. Ok, oui, l'entrepreneuriat, c'est l'expérience c'est ça. et l'expérience, c'est les erreurs. C'est ça. Plus tu fais vite des erreurs, plus Tu tu as peux le temps de revenir, pouvoir... voilà, revenir sur le bon chemin. ok. L'entreprise a fait assez d'erreurs. Moi également, à sa tête, on a fait assez d'erreurs qui ont peut-être retardé un peu certaines choses, Hmm. mais ça nous permet aujourd'hui d'avoir une vision plus claire de l'avenir et D'accord. d'être plus serein. C'est vrai qu'il y aura toujours des défis. Hmm. Les défis font partie du quotidien, mais avec l'expérience qu'on a eue, avec l'appui de nos mentors et de nos, on va dire, devanciers, nous Hmm. pensons que nous sommes outillés pour pouvoir aller de l'avant. Et là, si vous pouvez donner justement, par exemple, les trois pièges qui sont vraiment les plus primordiaux par rapport Mhm, à votre petite expérience là sur ces années, euh, mhm, quel pourrait être, par exemple, quelqu'un qui a envie de démarrer, mais et que lui, par exemple, si il fait pas attention à ces trois pièges-là, il fonce tout mhm. droit dans le mur. Est-ce que vous en avez là, par D'accord. exemple? Mhm. Le premier piège que je pourrais mentionner, c'est le fait de ne pas s'ouvrir aux autres, de vraiment se concentrer sur l'activité en tant que telle. Il faut Hmm. savoir que souvent on entend cette phrase de plusieurs personnes qui disent on a volé mon projet. Bon, c'est pas vrai parce que au même moment où tu es en train de réfléchir à ton projet, il faut savoir qu'une autre personne a la même idée que toi. Et Hmm. maintenant, c'est dans la capacité à pouvoir développer ce projet, le mettre en œuvre, C'est qu'on ça. verra soit un échec ou un succès. Donc, il faut s'ouvrir aux autres, aux personnes qui ont déjà peut-être essayé de faire la même chose que toi, qu'ils aient réussi ou pas, Hmm. pour comprendre un peu les enjeux de Hmm. la démarche dans laquelle tu es en train de t'engager. Hmm. Deuxièmement, il ne faut pas négliger tout ce qui est formation.
Formation parce que souvent on se dit, je connais déjà tel domaine, donc je n'ai pas besoin de formation. Non, il faut toujours être en train de se perfectionner, de se former pour Hmm, pouvoir justement éviter tous les pièges. Et hmm, également, pour un dirigeant d'entreprise, il faut vite sortir de l'opérationnel parce que c'est hmm, un piège qui bouffe énormément de temps et qui empêche de voir à long terme. On est tout plus dans le guidon en train de chercher à faire des marges, alors qu'il y a un problème encore plus important qui vient en avant, mais on n'a pas le temps vraiment de l'appréhender et puis de hmm, l'anticiper surtout. Donc, une hmm, fois que tu débutes une entreprise, il faut rapidement s'entourer de collaborateurs compétents, leur partager hmm, ta vision et également sortir vraiment de l'opérationnel pour hmm, pouvoir avoir une claire vision de où tu vas et véritablement faire un pilotage efficace. hmm. Ouais, ça revenait justement à ma question suivante, c'est que, parce que vous êtes passé de l'idée à l'industrie, Mhm, mhm, et dans cette phase-là, vous avez eu plusieurs rebondissements, mhm, donc avec des moments charnières, marquants, mhm, euh, des équipes qui ont changé, qui ont évolué. mhm, Comment est-ce que vous avez réussi? Vous avez commencé un peu à répondre. Comment vous avez réussi justement à transformer votre idée-là dans la vision de votre équipe? Comment l'équipe s'est adaptée à cette mhm, évolution et que vous arrivez toujours mhm, à maintenir le cap et que les guider vers cette vision que vous avez toujours? Les moments charnières mhm. justement qui ont marqué ce processus-là. D'accord. Il faut dire que pour pouvoir gérer une équipe, il faut faire preuve d'humilité et de leadership. Hmm. Souvent, on attend plus de nos équipes que de nous-mêmes, alors que nous sommes censés donner l'exemple. Et quand nous donnons l'exemple, cela permet aux autres également de croire au projet et de se donner à fond pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Donc, dans ma démarche entrepreneuriale, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je trouve que c'est normal de le dire en termes de leadership, ce qui a occasionné des départs dans l'équipe, mais cela m'a permis de me remettre en cause et de voir un peu ce qui n'a pas marché, comment est-ce que je devais pouvoir transmettre un peu la vision Hmm. à l'équipe. Parce que pour que l'équipe soit engagée dans une entreprise, il faut qu'elle comprenne ce qu'on fait et où on va. Et Hmm. souvent, en tant que chef d'entreprise, on se dit que c'est tellement évident ce qu'on est en train de faire, donc les autres devraient nous suivre. Non, il faut pouvoir partager, il faut beaucoup communiquer, trouver des créneaux de communication et Hmm. surtout tenir compte aussi de la personnalité des collaborateurs. On Hmm. ne communique pas de la même manière avec tout le monde. Il faut pouvoir adapter son leadership aux personnalités en face de nous. Hmm. Donc, je ne dirais pas qu'aujourd'hui j'ai réussi à 100%, mais je me perfectionne encore à pouvoir communiquer avec mes collaborateurs Hmm. et permettre qu'on puisse aller de l'avant et atteindre les objectifs. Et aujourd'hui, vous êtes une équipe de combien environ? Avec quel type de profil? On est une équipe d'une trentaine de personnes Super. avec plusieurs profils, Hmm. des profils financiers, des profils commerciaux, des profils également techniques, également des profils en termes de qualité. Hmm. Qualité, hygiène, sécurité, environnement. Et c'est tout un background, c'est tout, plusieurs personnalités qui se confrontent. Il y a des personnes extraverties, des personnes introverties. Il faut pouvoir gérer tout ça et faire sortir le meilleur de chacun parce que chacun a sa place et chacun peut apporter beaucoup à l'entreprise. Donc, il faut pouvoir identifier les profils et puis savoir comment les stimuler pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Vous avez quelques tips là à me donner par rapport à ça pour des futurs chefs d'entreprise qui mèneraient à... Parce que le fait d'être entrepreneur, c'est quelque chose. Être Oui, dirigeant d'entreprise, c'est encore autre chose. c'est autre Donc, chose, oui. Oui, effectivement. comment est-ce que vous arrivez à gérer ça, que ce soit dans le recrutement, choisir les bons profils Mhm, déjà, parce mhm, que souvent on se trompe, on fait des mauvais choix, et comment on mhm. appréhende cela, et Mhm. même comment le fait de stimuler justement cette envie-là au D'accord. fur et à mesure, de telle sorte Mhm. que vos collaborateurs se donnent toujours à 100%. En termes de recrutement, d'abord, il faut clarifier euh, la fiche de poste. Mm, Pas, ne pas faire des fiches de poste standardisées comme ce qu'on voit un peu sur les sites
de recrutement, mais vraiment adapter la fiche à ce dont on a besoin au sein de l'entreprise. Et une Ok. fois que c'est fait, vraiment, il faut faire le maximum d'entretiens possible. Il ne faut pas se contenter d'un seul entretien pour dire que non, je prends tel profil. Parce que surtout dans le domaine de la PME, ce qui fait la différence, ce n'est pas souvent le savoir-faire, mais c'est le savoir-être. Ok. Voilà. Donc, le savoir-être est très important. Donc, il faut qu'il y ait quand même, c'est vrai que c'est des profils différents, mais il faut qu'il y ait un feeling entre, on va dire, les responsables de l'entreprise et la personne qui intègre. Donc, il faut vraiment multiplier les entretiens, pas en faire trop quand même, mais faire un nombre raisonnable d'entretiens, je dirais entre un et trois entretiens, surtout pour les postes de direction ou de responsabilité. C'est nécessaire pour pouvoir déceler la personnalité Hmm. du candidat et voir si réellement cela répond à, comment dire ça, aux besoins de l'entreprise. Deuxièmement, une fois qu'on est sûr qu'on a identifié le bon candidat, il faut maintenant procéder à son intégration dans l'entreprise. Ne pas juste lui confier des tâches, mais l'intégrer, avoir un petit parcours pour lui faire comprendre un peu d'où nous venons jusqu'à aujourd'hui et où nous voulons aller. Et à Hmm. partir de cette intégration-là, il pourra maintenant trouver ses marques. Il faut aussi laisser le collaborateur exprimer ses talents, faire des propositions, ne pas vouloir forcément le guider. Il faut lui Hmm. donner des instructions et le laisser revenir vers nous pour pouvoir lui aussi apporter sa touche à l'entreprise. Et surtout rester à l'écoute, avoir des entretiens d'évaluation de manière périodique pour voir est-ce que réellement euh, le message est passé et est-ce que le travail est en train d'être fait comme il le faut. Hmm. Donc, c'est quelques petits conseils là que je pourrais donner. C'est très, très, très instructif. Merci pour cela. Et du coup, aujourd'hui, vous avez une stratégie, vous avez comment? Votre stratégie, c'est beaucoup plus dans la vision sur le long terme que dans Mhm, l'opérationnel. Donc, vous mhm, pilotez vos différents, enfin, votre entreprise-là de telle sorte que vous communiquez qu'avec les managers, les responsables, mhm, avoir mhm, des retours. Mais vous, vous pensez mhm. plus justement sur les next steps, sur comment faire évoluer la structure. Donc, aujourd'hui, vous avez C'est plus ça, un profil comme ça, vous. oui. Ok, super. Du coup, là, maintenant, on va parler un peu de vos différents canaux de distribution. Donc, Mhm, vous en avez plusieurs, que ce soit dans les grandes surfaces, que ce soit avec les supermarchés. Également, vous aviez dit, vous collaborez avec les entreprises, dans mhm, l'événementiel, donc dans plusieurs types que ce soit dans les hôtels ici également. Comment est-ce que mhm. vous arrivez à adapter vos offres-là en fonction de chaque profil? Est-ce que c'est les mêmes produits que vous donnez à chacun d'entre eux? Et pourquoi avoir choisi cette diversité de, de services? Et au lieu de se focaliser sur un, d'aller jusqu'au max. Et voilà, quelle est votre vision par rapport à ça et ces choix que vous avez faits? D'accord. Il faut dire que le produit que nous proposons, c'est un produit de grande consommation Ok. et les canaux que nous avons utilisés sont des canaux traditionnels pour proposer notre produit à la cible finale. Hmm. Donc, c'est vrai que on est passé par une période, je dirais, de test et c'est la raison pour laquelle on a diversifié les canaux pour avoir le maximum de retours possible et pouvoir ajuster les choses. Et aujourd'hui, que ce soit à travers les grandes et moyennes surfaces, les hôtels ou encore les entreprises, c'est vrai que c'est le même jus de fruits que nous offrons, ou bien le même plat cuisiné, mais ce sont des offres différentes. Ok. En fonction du canal, on a soit le packaging qui change, soit, comment dire ça, les contenances. C'est-à-dire, par exemple, les hôtels, on a des formats 5 litres. Ok. Pour les grandes et moyennes surfaces, on a des formats 1 litre ou 0,50. Pour les entreprises également, c'est du vrac. Donc, en Hmm. fonction de la cible, on a le même produit, mais dans un emballage différent. Et Ok. également, on va dire le service qui accompagne les produits est différent. L'expérience client que nous offrons à travers chacun
des canaux de distribution est différent. Donc, ça Ok. nous a permis d'avoir une vision plus large et aujourd'hui, on peut dire que, par exemple, on distribue dans deux supermarchés, trois supermarchés également. Donc, on connaît plus ou moins ce dont les supermarchés ont besoin et on peut Mhm. l'étendre à tous les supermarchés, par exemple, de Côte d'Ivoire. On Mhm. livre dans un hôtel, deux hôtels. On a eu le temps d'évaluer un peu comment est-ce que ça s'est comporté, quels sont les plus, les moins, comment est-ce qu'on peut véritablement répondre aux attentes de ces hôtels-là. Et Mhm. cette même formule-là, on peut l'appliquer à tous les hôtels, par exemple, de Côte d'Ivoire. Donc, c'est Mhm. un peu dans cette optique-là qu'on a eu à diversifier dès le départ pour mieux Mhm. appréhender les choses. Et maintenant qu'on est en train de se développer, on saura comment adresser totalement le marché. Ok, donc ça a été vraiment des structures de test pour voir Voilà, les attentes, pour pouvoir le dupliquer de c'est façon... ok, d'accord, je comprends bien. Et aujourd'hui, parmi tous ces canaux, quel est celui qui représente le, le plus de parts? Est-ce que c'est avec les hôtels, c'est dans la restauration? La demande, elle est forte de plus, à quel niveau? Et lequel a plus de défis, par exemple? Ou c'est tous pareil? bon, je dirais que le segment que moi j'apprécie le plus, je parle personnellement et je ne parle pas de l'entreprise, je parle de moi-même. Le Ok. segment que j'apprécie le plus et qui nous a permis de vraiment bien, on va dire, étudier et comprendre les choses, c'est le segment des hôtels, Ok. où il y a une exigence de qualité très importante qui fait qu'on est obligé de se surpasser. Hmm. Là-bas, d'abord, les quantités sont assez importantes. Les marges également parce que le coût est nettement supérieur aux autres segments. Et Mhm. également, on va dire, le parcours client a des exigences en termes de délai, en termes de qualité et en termes de mode de délivrance. Ok. Donc, pour moi, c'est le meilleur segment de notre clientèle. Ok. Et comment ça se passe justement, ces collaborations? C'est qu'ils vous contactent, ils vous disent qu'ils ont besoin de telle quantité de jus ou de repas pour ce mois et que vous les préparez en avance, ou ça se passe par hebdomadaire tous les, tous les 2 semaines, toutes les 2 semaines, ou ça se passe comment du coup? C'est de façon hebdomadaire. Ok. D'abord, il y a un accord cadre qui encadre les relations avec eux. Et de façon hebdomadaire ou même quotidienne, parce que certains hôtels, c'est chaque matin qui te passe la commande et tu dois livrer ça dans la journée avant midi. Ok. Donc, ça demande un niveau d'anticipation par rapport aux anciennes livraisons faites pour pouvoir voir que, par exemple, c'est tel saveur qui vont demander plus et autres. Donc, on a déjà un stock qui est préparé pour Hmm. que dès que la commande est passée, on puisse la livrer. Il y a d'autres qui fonctionnent par semaine qui te passe un bon de commande et qui te donne le temps de préparer la commande pour pouvoir leur livrer. Il y a Mhm. d'autres également qui peuvent te passer des commandes chaque 2 semaines, ainsi de suite. Ok, d'accord. Donc ça, c'est uniquement dans le domaine de la transformation des jus, quoi, que vous faites Voilà, avec les supermarchés, c'est les ça. hôtels. Donc la restauration, ça va être beaucoup plus dans l'événementiel, les entreprises. Et Mhm, est-ce que vous avez d'autres canaux, comme par exemple des bars ou des mariages ou des événements privés? mhm. Vous le faites ça aussi? Oui, on a fait plusieurs événements privés, on a fait des événements aussi d'entreprise. Et pour Hmm. les entreprises, on va dire, le plus gros de nos prestations, c'est lors des séminaires, des formations d'entreprise. Ils nous sollicitent. Également, on a des accords cadres. Et quand il y a de tels événements, ils nous sollicitent pour pouvoir passer des commandes par des bons de commande. On a quelques jours pour se préparer et on fait la prestation. Ok, ça, super, super, c'est intéressant ça. D'accord. Donc, maintenant que vous avez pu pouvoir tester ces différents modèles-là que vous avez vus, les tenants et les aboutissants, les plus et les moins que vous pourriez adopter dans d'autres domaines, dans d'autres structures, à un moment donné, vous avez parlé de la franchise. Mhm. C'est toujours d'actualité? Et est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi avoir choisi, ou avez voulu choisir ce modèle? Et en quoi celui-ci pourrait être pertinent pour vous ou pour d'autres personnes qui veulent se lancer dans une structuration de franchise. D'accord. Euh, il faut dire que
Une entreprise comme la nôtre a besoin d'avoir son propre circuit de distribution. Mhm. C'est vrai que nous appuyons beaucoup sur les circuits traditionnels de distribution, que sont les grandes et moyennes surfaces, les hôtels, les restaurants, les bars et autres. Mais Mhm. pour pouvoir être pérenne, il faut pouvoir avoir notre propre circuit de distribution. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons pensé à installer on va dire des points de vente ou des shops qui allaient non seulement avoir des produits en termes de restauration, des plats cuisinés et autres, mais également Mhm. des jus de fruits. Mhm. Et pour pouvoir être vraiment efficace sur le terrain, puisque nous nous engageons dans garantir une certaine capacité de production pour pouvoir Mhm. couvrir l'ensemble du territoire et, comme j'ai dit, attaquer l'étranger. On a voulu ne pas disperser nos forces, on a voulu se concentrer sur tout ce qui est production et proposer à des partenaires de pouvoir se charger de la distribution par zone. Donc, Ok. dans ce cadre-là, on a eu à faire un mapping national et international pour pouvoir avoir des franchiseurs qui pourraient s'allier à la marque et dans la zone précise où on a un contrat avec eux, ils allaient être les distributeurs exclusifs de la Mhm. marque en termes non seulement de plats cuisinés, de snacks et également de jus de fruits. Donc, c'est un peu dans cette démarche-là Mhm. qu'on a voulu mettre en place un réseau de franchises. Mais Mhm. pour le moment, on l'a mis un peu en stand-by pour se concentrer vraiment sur la production qui va pouvoir alimenter le Mhm. réseau. Mais d'ici peu, on va pouvoir relancer les choses en termes de franchise et puis identifier les partenaires potentiels avec lesquels on pourra travailler et puis distribuer le produit. Ok, donc cela va arriver une fois que vous aurez exploité votre unité là avec votre nouveau terrain, ou ce Non, sera... même avec l'unité actuelle là, parce qu'elle Ok, a une capacité d'extension, on ok. va pouvoir le lancer d'ici peu, d'ici le début de l'année 2026. On Hmm. va relancer les choses en termes de franchise. Ok, donc vous avez déjà identifié les étapes qui vous permettraient d'arriver à cette franchise, notamment recenser le mapping. Il y a quoi, il y a d'autres facteurs que vous avez réfléchi par rapport Ici, à la franchise, parce on a qu'on en parle déjà. beaucoup, mais Mhm, peu de personnes connaissent vraiment les étapes et les process pour... OK. ouais. Parce qu'il y a La des challenges première et des chose, défis liés à ça, c'est ça. de telle sorte que comment maintenir justement cette capacité de fournir des Mhm, produits aux mêmes normes dans chacun mhm, de ces endroits pour satisfaire le local. Donc, mhm. ouais. D'accord. La première chose, c'était déjà d'enregistrer la marque au niveau de l'OAPI. C'est chose faite depuis quelques années. Et Ok. ensuite, c'est de pouvoir, comment dire ça, documenter tous les processus et véritablement établir des processus clairs de Ok. commercialisation et tout. Donc, cela, on a pris le temps de le faire, on est encore en train de le peaufiner de telle sorte que les franchiseurs bénéficient, on va dire, de notre expertise pour pouvoir déployer leur business. Voilà. Et que le franchiseur qui se trouve, par exemple, à Abidjan, ait le même processus que celui qui est à Boaké ou à Yamoussoukro, même ailleurs. Hmm. Donc, c'est surtout la standardisation qui va permettre à ce que le réseau de franchise se comporte de manière, on va dire, correcte. Ok. Donc, une fois les process sont établis, c'est Voilà, facilement duplicable en fait. voilà, c'est duplicable. Ok. Mais par rapport par exemple, à la restauration, vous allez avoir des zones de fabrication à Bobo, par exemple, ou bien c'est la même unité qu'à Abidjan qui va pouvoir envoyer ces plats dans Non, ces différents... Ok, non, on va procéder d'une manière différente. On aura ok, des d'accord. cuisines par zone qu'on pourra même également franchiser après un certain moment. Et Ok. c'est ces cuisines-là qui seront chargées d'approvisionner la zone. Hmm, Par exemple, là, on aura une cuisine Abidjan Nord, une cuisine Abidjan Sud pour Abidjan. Et à hmm. partir de ces deux cuisines-là, on prépare les plats et les finitions se font maintenant dans les différents points de vente, les shops, en fait. Ok, 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 d'accord. Donc, pour quelqu'un qui a envie de se renseigner ou de savoir
tout ce qui est lié à la franchise. Donc, il faut vraiment faire attention à des obstacles. Si tu n'as pas, par exemple, fait attention à tes process que tu as déjà établis, que tu as notifié, présenté et bien structuré ça, de telle sorte que bah, les contrats ou les potentielles collaborations des partenaires soient déjà bien clairs. Et donc, c'est un travail qu'il faut faire en amont. Et, c'est ça. ok, d'accord. Et donc, ça, c'est une perspective de dans une année, j'imagine, ou dans deux. Voilà, dans une année. Ok, d'accord, super. Et tout ça va contribuer justement à la valorisation des produits donc, locaux. Donc, j'ai Voilà, l'impression que c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Effectivement, nous sommes en Afrique Hmm, et nous avons énormément de richesses locales qui sont sous-évaluées, sous-estimées, à mon avis. hmm, Je trouve que nous, enfants d'Afrique, nous ne valorisons pas assez les produits locaux qui sont ici et que la hmm, plupart du temps, ce sont des multinationales qui viennent transformer nos produits et les exporter pour aller les revendre. hmm, Donc, je m'inscris réellement dans, on va dire, le consommer local fait par des locaux. hmm, Parce que qui mieux que nous-mêmes peut nous donner le meilleur? C'est hmm, nous-mêmes qui pouvons donner les meilleurs produits à nos parents, à nos amis, à nos enfants et tout. Donc, il ne hmm, faut pas que nous restons passifs pour attendre que d'autres viennent faire le travail et après aller acheter avec eux. hmm, Donc, réellement, pour moi, c'est un défi et c'est réellement une mission de vie de hmm, pouvoir transformer tout ce que nous trouvons localement hmm, en produits alimentaires accessibles à toutes les couches de la hmm, population, que ce soit les enfants, que ce soit les jeunes, que ce soit les adultes ou encore les personnes âgées. Chaque hmm, typologie de personne a des besoins nutritionnels différents que nous pouvons satisfaire avec les produits que nous trouvons sur place en Afrique. hmm, Donc voilà un peu la logique dans laquelle ma hmm, mission ou notre mission de vie hmm. se situe. Et du coup, le côté sain apparaît également parce que plus Oui, on a des entrepreneurs qui sont dans cette vision, ils vont pas transformer pour transformer. Transformer dans oui, l'optique d'avoir des produits donc, qui vont pouvoir améliorer la santé c'est ça. et en même Mhm. temps faire une croissance économique. Ok. Oui, Donc ça aussi, vous avez déjà réfléchi sur cette vision à long terme parce que il faudra augmenter les produits, donc notamment oui. les partenaires, les producteurs. Donc ça aussi, vous avez déjà réfléchi. Il y a déjà assez Et- de production par rapport à ces domaines parce que je sais que l'un des problèmes qu'il y a en Afrique, c'est que on produit des fruits ou plein de choses, mais souvent c'est par saison. Donc, une fois oui, que les saisons elles passent, ben, la période des mangues, tu ne peux plus les en avoir pendant une autre c'est période. ça. Et c'est ça qui est Mhm. dommage, parce qu'entre-temps, il n'y a pas une transformation ou un stock. Et Mhm. donc, ça, c'est des défis et des challenges que vous avez déjà réfléchi donc, à ça. Mhm. Oui, effectivement, nous travaillons avec des producteurs locaux. Mm. Et par exemple, pour la question des saisons, il y a plusieurs petits entrepreneurs ou des entrepreneurs africains qui font, par exemple, dans le domaine de la mangue, qui font de la mangue séchée et tout. Mais Ok. en fait, ça n'a pas encore eu d'impact parce que c'est vraiment des petites quantités. Et on a Mm. encore énormément de fruits qui pourrissent sur les plantations parce que soit il n'y a pas de route ou il n'y a pas de moyen pour pouvoir faire sortir ces produits-là et les mettre à la disposition des populations. Donc, il y a encore beaucoup à faire. C'est Mm. vrai que de manière disséminée, on a plusieurs entrepreneurs qui essaient de valoriser du mieux qu'ils peuvent les Mm. produits locaux. Mais arrivé à un moment donné, je pense qu'on va devoir se mettre ensemble et puis Mm. réellement penser tout ce qui est transformation locale. Mm. Voilà, il y a vraiment beaucoup à faire dans ce domaine-là et une seule personne ne peut pas le faire. Il faut Ouais. qu'on puisse créer des synergies pour Mm. pouvoir véritablement voir les différentes chaînes de valeur et puis Mm. réellement apporter de la valeur à tout ce qui est production agricole. Mm. Aujourd'hui, c'est nos parents qui sont dans les plantations, c'est nos Mm. familles et tout, et véritablement, ils s'en sortent pas. C'est vrai qu'ils travaillent beaucoup, énormément, Mm. péniblement, mais ils ne récoltent pas le fruit de leur travail parce que justement,
Hmm. En face, il n'y a personne pour valoriser leur production. Ouais. Et c'est nous, enfants d'Afrique, qui devons pouvoir regarder de ce côté-là, ne pas seulement se contenter peut-être d'être dans les secteurs tertiaires ou Hmm. bien avoir des emplois salariés et tout, mais regarder aussi nos parents agriculteurs pour voir comment est-ce qu'on peut valoriser au mieux pour que aussi celui qui reste au niveau du secteur primaire de l'agriculture puisse vivre de son travail, Dignement. voilà, dignement. Hmm. Et ça, c'est véritablement un défi qui nous est lancé, nous, Africains. Personne ne le fera pour nous. C'est à nous Hmm. de prendre conscience de cela et de pouvoir travailler à ce que Hmm. tout l'écosystème bénéficie de son travail. Ouais. Donc vous voyez ça, hein, donc est-ce que c'est pensez que c'est quelque chose dont les entrepreneurs donc doivent prendre le relais pour pouvoir réaliser ça, ou c'est plutôt niveau État de pouvoir faire ça en masse? Parce que pour toucher peut-être à grande échelle des milliers d'hectares, pour pouvoir genre, satisfaire cette demande, est-ce que c'est les entrepreneurs qui devraient le faire ou c'est plutôt quelque chose lié à l'État, où chacun doit avoir sa part de responsabilité dans ça? Oui, je dirais que chacun a sa part de responsabilité parce que les entrepreneurs ne peuvent rien faire si l'État ne suit pas, mais Hmm. l'État ne peut rien faire également si les entrepreneurs ne suscitent pas un intérêt. Exactement. Donc, de part et d'autre, il y a des actions à mener. En Hmm. termes d'État, il faut peut-être accorder des facilités aux entrepreneurs pour pouvoir déjà faire ce qu'ils doivent faire pour améliorer les choses. Et je peux dire que, bon, quand même, en Côte d'Ivoire, il y a des avancées. Hmm. Je disais tout à l'heure que j'ai pu obtenir un terrain industriel. Je dirais que c'est une première quand même. C'est vrai qu'il y a d'autres petites entreprises qui les ont eues, mais c'est une première parce que les conditions que demande même l'État pour pouvoir être en zone industrielle étant assez corsées, pour que je puisse Hmm. bénéficier, ça a été eux-mêmes, ils m'ont accompagné à pouvoir monter le dossier et tout. Ça veut dire qu'ils sont conscients du fait que Hmm. si on nous laisse comme ça, tout seul, on ne pourra pas forcément atteindre les objectifs, mais ils veulent avoir en face aussi des Hmm. personnes déterminées, Hmm. des Qui sont personnes prêtes à aller réellement à qui la ont guerre, envie, quoi. voilà, qui ont envie de faire bouger les choses. Hmm. Donc, je pense que si nous, entrepreneurs, on s'organise et surtout on réfléchit à la question Hmm. pour faire des propositions à l'État, ils pourront nous accompagner et nous pourrons réaliser ce qu'on doit pouvoir faire. Ok. Et du coup, cette zone industrielle qu'ils vous ont donnée, c'est un don, c'est un partenariat, c'est un bail, Non, c'est euh, un c'est un bail bail. amphithéotique, oui, Ok, d'accord, que vous pouvez exploiter pendant un certain nombre de temps pendant, pour pouvoir voilà, plusieurs années. Ok, super. Donc, créez une synergie vraiment entre les différents entrepreneurs. Et du coup, justement, ça revient à ma question. Quelle synergie vous pouvez voir, par exemple, de différents entrepreneurs ou de partenariats qui pourraient être possibles, que ce soit avec vous ou d'autres types d'entrepreneurs, que ce soit dans la diaspora ou en Afrique, qui pouvaient créer cette synergie-là pour pouvoir amener à faire ces différentes actions, mais de façon significative. Oui, il y a plusieurs synergies qui sont possibles, Mhm. notamment avec la diaspora, parce qu'aujourd'hui, on ne peut rien faire sans la diaspora. La Mhm. diaspora allait acquérir des compétences, on va dire, à l'extérieur, dont on Mhm. a besoin pour pouvoir également développer les Mhm. différents États africains. Et donc, on attend on attend la diaspora et on pourra engager des négociations ou des discussions avec eux pour Mhm. pouvoir un peu cadrer tout ça et Mhm. puis voir ce qu'on peut faire déjà dans l'immédiat et progresser de manière structurée. Mhm. Également avec les autres entrepreneurs, je vais prendre par exemple le domaine du jus de fruits, Mhm. où d'où je viens, il y a plusieurs entrepreneurs, plusieurs petits entrepreneurs qui font chacun sa petite unité, soit à la maison ou dans un petit local et qui produit des jus. Bon, d'abord, les jus ne sont pas très stables parce qu'on n'a pas un minimum d'équipement. Même les durées de conservation dont j'ai parlé ne sont pas respectées et tout. Je pense qu'arrivé à un moment donné, il faudrait qu'on puisse aussi revoir un peu le modèle. Et puis, au lieu d'avoir chacun sa presse, pourquoi ne pas se mettre ensemble et puis essayer d'avoir une ligne complète Mhm. où on pourra trouver la méthode pour travailler ensemble et puis Mhm. créer une marque forte. Ouais.
Aujourd'hui, il y a plusieurs marques. Chacun fait son, comme on dit, son petit bonhomme de chemin, Ouais. mais on n'a pas d'impact. Hmm. On n'a véritablement pas d'impact. Et cela est identique aussi dans d'autres secteurs. Par exemple, les épices. Hmm. Il y a plusieurs marques de piments, plusieurs marques de poivre, plusieurs marques. Et finalement, on retient rien. Ouais. On sait qu'il y a des petites personnes qui vendent des choses, mais ça n'a aucun impact. Et Hmm. nous-mêmes, on ne s'en sort pas, on ne rentabilise pas notre investissement. Il faut qu'on puisse commencer à penser en communauté. Hmm. C'est la force de la communauté qui nous permet de réaliser de grandes choses. Hmm. Voilà, toutes les nations aujourd'hui qui sont, on va dire, puissantes économiquement, ont travaillé en communauté. Hmm. Et Il faut continue à le qu'on faire. arrive à faire taire notre individualisme ou bien la volonté de forcément être à la tête parce que on se dit que si on est 10, peut-être je ne serai pas le chef. Il faut Hmm. que je sois le chef, c'est moi qui ai la meilleure idée et tout. On a Ouais. tous de bonnes idées, on doit pouvoir les mettre ensemble et puis trouver comment est-ce qu'on les organise ensemble pour Hmm. obtenir le résultat que nous attendons. Hmm. Ça, Donc, c'est, vraiment, c'est ça, cet c'est très bien appel-là que dit. je peux lancer aux entrepreneurs. Hmm. Arrêtons de vouloir chacun être le chef Hmm. et mettons-nous ensemble. Hmm. On aura Parce un que meilleur c'est impact. justement c'est là où les multinationales, elles, vu qu'elles ont plus de moyens, plus Oui, d'expertise, et quand ils viennent, bah, ils prennent 70% des parts, quoi. Parce que oui, en face, il ne peut pas y avoir de la concurrence, parce c'est que ça. si c'est des petites personnes qui veulent faire face à une multinationale, alors que si Mhm. c'était vraiment un bloc beaucoup plus fort, plus Oui, robuste, ils peuvent s'asseoir sur la même table et discuter. mhm. Ça, c'est très bien dit. Par exemple, quand je prends le parler avec Prestataire Africa, c'est l'une des raisons, par exemple, que nous avons décidé de créer ce projet, parce que nous Mhm. sommes plusieurs pays africains différents. Le plus souvent, on s'est rendu compte, en fait, quand on a envie de réaliser des projets en Afrique, moi, je suis guinéen, donc d'origine. J'ai perdu beaucoup d'argent en voulant réaliser des projets en Afrique à distance. Et, C'est euh, ça. et parce que si tu n'es pas là, tu n'as pas les connaissances, tu n'as pas les profils, tu n'as pas les prestataires avec qui tu peux faire donc, une Oui, discussion juste pour échanger, pour trouver un truc. c'est Donc, tu te ça. fies à des on-dit, à des recommandations de bouche à oreille, mais aucune qualification réelle. Et du coup, en discutant avec d'autres profils, tu te rends compte, en fait, c'est un problème africain, c'est pas un problème Mhm. guinéen, ni ivoirien. Donc, au lieu que C'est ça. chacun d'entre nous crée ce projet pour son pays, un autre pour son projet, son pays, pourquoi ne pas s'associer, de pouvoir penser macro, donc avoir une vision globale et de réfléchir sur ces différents challenges-là et réfléchir quelles solutions nous, on pourrait apporter à nous qui vivons ici et ceux qui sont là-bas, parce que des deux côtés, il y a une envie de collaboration, que ce soit ceux qui sont là ont envie de collaborer avec des personnes qui sont en Afrique, des personnes qui sont en Afrique qui ont des projets, ont besoin de cette expertise ou des financements des personnes qui viennent de la diaspora. Mais le seul problème, c'est que ces deux compétences ou ces deux profils qualifiés ne sont pas connus. Chacun se C'est fie sur ça. des hypothèses et voilà. Donc l'objectif, c'est vraiment créer ce pont-là de façon macro pour pouvoir arriver à des solutions. Et du coup, quand vous le dites, c'est que il y a plusieurs secteurs dans lesquels on peut réaliser ça. Donc, Oui. et parfois, par exemple, bah, c'est dans le domaine de l'immobilier. Chacun veut venir construire sa Mhm. petite clinique, l'autre veut venir construire sa petite école, euh, Mhm. son petit hôpital, alors que 10 personnes s'unissent avec le même petit hôpital, ils peuvent faire un grand hôpital qui Oui. va résoudre le problème de tout un village. Donc, Mhm. etc. Donc, il y a cela comme défi dans tous les secteurs. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que vous, avec votre entreprise actuelle, vous auriez besoin, par exemple, de collaboration potentielle avec des personnes de la diaspora, que ce soit à niveau, je ne sais pas, expertise ou financier, accompagnement, au cas où quelqu'un verrait cette vidéo plus Mhm. tard et qui se dit, ah, j'aimerais la contacter pour en savoir plus. Mhm. Effectivement, comme je vous ai dit là, tout ce que nous venons de dire ne pourrait se faire sans financement. Hmm, Et c'est un point aussi, un point crucial en Afrique parce qu'on n'a pas de facilité de financement en tant que tel. hmm, Il faut beaucoup courir et tout, la documentation, tout et tout. Donc, aujourd'hui, on a besoin non seulement d'expertise hmm, venant de la diaspora parce que c'est des personnes qui auront déjà passé un cap qu'aujourd'hui nous essayons de passer, hmm, mais également on a besoin aussi de financement. hmm, On a besoin surtout hmm, d'associés qui viendront apporter leur part dans hmm, la direction ou dans l'organisation de l'entreprise et qui sauront que
on finance telle chose, on est en train d'aller à tel niveau et tout. Mhm. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de personnes, euh, je dirais des investisseurs en tant que tels qui ne s'intéressent pas du tout à l'activité, Mhm. non. Ah, ils mettent l'argent, ils partent. Non, vous avez besoin de Voilà, et quand personnes c'est comme qui... ça pose problème à la longue parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'on est en train de faire. Tu as beau expliquer, ils ne comprennent pas. C'est Donc, ça. il faut pas quelqu'un qui vient rester à temps plein dans l'entreprise, mais déjà qui s'intéresse au domaine d'activité, qui comprend un peu les enjeux et surtout qui épouse la vision de l'entreprise. Donc, Mhm. on est véritablement ouvert à tout type de collaboration avec la diaspora dans l'optique réellement de pouvoir atteindre cet objectif-là, d'avoir un impact sur le continent africain en termes de transformation de produits locaux. Ok, ça c'est super ça. Par exemple, quelqu'un d'autre qui s'intéresse au domaine de la transformation, je sais qu'il y en a souvent dans Mhm. la diaspora, parce que le Oui, plus souvent dans la diaspora aussi, c'est que le plus souvent quand on passe agriculture ou agroalimentaire en Afrique, tout le monde veut faire de l'agriculture. Tout le monde veut avoir son petit champ où il c'est va venir ça. cultiver 500 mètres carrés de Mhm. piments, de gombo et tout ça, et ça fait pas beaucoup d'impact. Donc, C'est ça. alors qu'il y a toute une chaîne de valeur. Donc, quelqu'un d'autre qui Oui. s'intéresse par exemple à l'agroalimentaire peut s'intéresser à vous de telle sorte qu'il dit qu'au lieu que moi j'aille à Côte Mhm. d'Ivoire pour repartir à zéro, Mhm. je ne sais même pas par où commencer pour faire une usine de transformation, il y a déjà une structure qui existe, qui fait déjà des choses sur place, qui a une expertise, une expérience depuis un certain nombre d'années. Pourquoi Mhm. repartir à zéro alors que je peux m'associer avec eux Oui. pour pouvoir aller plus de l'avant? Donc c'est plus dans cette Mhm. philosophie que vous êtes en fait. C'est ça. Ok, super. Donc on arrive un peu à la fin. On va D'accord. juste vous demander si vous avez justement des conseils pratiques que vous pourriez donner à quelqu'un qui a envie de se lancer. Supposons quelqu'un, il n'a pas envie de collaborer avec vous, il veut se lancer from scratch depuis le début. Quelles étapes ou quels conseils vous pourriez lui donner pour pouvoir Mhm. mettre en place justement ces idées jusqu'à la réalisation. D'accord. Pour quelqu'un qui veut se lancer en termes d'entreprise ou avec une idée de projet, Mhm, je lui dirais de d'abord faire des recherches sur le secteur dans lequel il veut pouvoir s'engager, mhm, également se former, avoir un minimum de formation pour comprendre un peu les enjeux. mhm, Et une fois qu'il aura fait tout ça et qu'il sera sûr qu'il veut se lancer réellement dans le secteur d'activité, qu'il commence à petite échelle en faisant des tests pour voir un mhm, peu le marché. Parce que quoi qu'on dise, sans test, on ne peut pas réellement savoir si on voudra rester dans mhm, ce domaine ou pas. Donc, qu'il fasse des tests, qu'il fasse des premiers essais, mhm, mais qu'il garde à l'idée que l'entrepreneuriat ne rend pas riche rapidement. Parce qu'il mhm, y a certains qui se disent, bon, je vais faire ça et puis chaque mois, j'aurai tel montant et tout. Si c'est dans cette optique, je propose qu'il puisse déjà utiliser son argent pour son bien-être personnel. Mais mhm, si réellement il veut pouvoir atteindre un certain objectif après quelques années, qu'il mhm, fasse des tests avec des petites sommes qui vont lui permettre de véritablement valider son idée projet et mhm, progresser au fur et à mesure. Mais vraiment, je mets l'accent sur tout ce qui est formation, développement personnel mhm. dont il aura besoin pour pouvoir endosser pleinement cette entreprise qu'il veut créer. Ok, donc première étape, euh, étude de marché. Oui, Connaître d'abord le secteur, mhm, savoir les tenants et les aboutissants, se renseigner. Et c'est une étude de marché oui. qu'il faut faire à distance, il faut passer par des cabinets où il doit venir lui-même sur place pour pouvoir euh, se confronter aux réalités, pour récolter des données. Bon, je dirais qu'aujourd'hui, il y a quand même quelques études qui sont déjà disponibles sur Internet et tout. Ok. La première étape sera déjà de prendre connaissance en fonction du domaine d'activité de ces études-là. Mhm, Et sur la base de ce qu'il aura comme information, il mhm, pourra soit diligenter un cabinet ou mhm, peut-être des informations plus poussées, ou bien lui-même essayer de se renseigner aussi à partir d'autres entrepreneurs qui sont dans le même domaine, voir un peu comment est-ce que le domaine se passe et tout, comment est-ce que le marché avance. ok. Et à la suite de tout ça maintenant, même pendant qu'il est en train de le faire lui-même,
se challenger sur le plan, on va dire, du management et de la gestion d'une entreprise parce que cela n'a rien à voir avec les compétences techniques. Tu peux Mhm. être même un docteur et puis ne pas être bon en gestion d'entreprise. Ok. Voilà. Donc, c'est des domaines différents. Il ne faut pas négliger pour dire, comme j'ai un bon background intellectuel, forcément, je Mhm. vais m'en sortir. Il faut toujours se former, comprendre un peu toutes les exigences d'une entreprise Mhm. et en fonction de toutes les informations qu'il aura collectées, il pourra se lancer. Ok, d'accord. Études de marché, formation, lancer. Voilà. Et quand tu te lances pas de façon hasardeuse, c'est-à-dire Non, non. sans contrôle ou grand dès le début. Il faut commencer par les phases d'étapes, Mhm. tester, et Voilà, des avec phases tests, des l'expérience. phases d'étapes structurées sont. On peut vouloir faire une unité de, je prends un exemple de X, je parle de mon domaine, Mhm. une unité de peut-être 100 hectares, mais on peut commencer peut-être par 500 mètres carrés déjà. Ok, Et petit à petit, franchir les étapes jusqu'à atteindre les 100 mètres, tout en gardant à l'idée que je commence 500 mètres carrés, mais pas pour m'arrêter là, pour aller de ok, l'avant. ok. Je veux faire la grande usine, mais pour le moment, je ne peux pas. Hmm. Parce que non seulement je n'ai pas peut-être tous les fonds qu'il faut, non seulement je n'ai pas même la carrure qu'il faut pour endosser une telle unité, Mhm. et puis je ne maîtrise pas le marché. Donc, Ok. à partir de là, je vais d'abord sur une petite unité, je teste le marché pour voir un peu quel est le rendu que j'aurai de cette activité-là. Et en fonction de ça, je calibre maintenant, je structure la grande unité. Ok. Ça, c'est très important. Donc, aller à petits pas, étape par Voilà. étape. Ok, super. Et du coup, en conclusion, Mhm, qu'est-ce que nous, on peut vous souhaiter pour Africa Foodies Industries pour l'année prochaine? On sait que bah, il y mhm, a la franchise qui va être d'actualité, il y a votre mhm, unité. Qu'est-ce qu'on peut vous mhm. souhaiter par là? Et une conclusion, si vous pouvez faire par la suite. D'abord, je tenais à vous dire merci pour l'opportunité que vous nous avez donnée de pouvoir parler de Africa Foodies Industries, de l'activité, de nos projets et de ce que nous envisageons de faire. Euh, je remercie toute l'équipe. C'est vrai que c'est avec vous que je parle, mais j'imagine qu'il y a plusieurs personnes derrière. Donc, je Ouais, remercie toute l'équipe. Je vous encourage et je vous souhaite aussi bon vent, que cette plateforme-là puisse prendre encore d'autres dimensions et que réellement vous puissiez aider à connecter les entrepreneurs et la diaspora pour de plus grandes synergies. merci. Euh, Au niveau d'Africa Foodies Industries, en, en cette année 2026 qui va débuter bientôt, Mhm. euh, on espère pouvoir mettre en route, comme j'ai dit là déjà, le volet franchise pour commencer la distribution, étendre la distribution à tout le territoire national et peut-être même quelques pays de la sous-région. Mhm. Et également, on espère véritablement avancer sur notre projet d'installation en zone industrielle. Donc, pour ça, on lance un appel aussi via votre plateforme à tous les investisseurs potentiels, toute personne qui peut nous apporter un appui technique, un appui organisationnel ou toute autre information qui pourrait nous faciliter la transition à l'industriel. Nous sommes ouverts et réellement, nous comptons sur vous pour promouvoir les produits de la transformation locale dans tout le monde entier. Merci beaucoup. C'est super. Merci, merci, merci beaucoup, Madame Brigny. Donc, merci déjà d'avoir accepté donc, cette invitation. Donc, ce fut un honneur. On a beaucoup appris, mais moi, j'ai beaucoup appris parce que vous avez donné des conseils pas uniquement liés à votre structure, mais également pour un entrepreneur qui a envie de se lancer. Et ça se voit que vous maîtrisez votre sujet, vous avez votre expertise dans ce domaine. Et on vous souhaite beaucoup, beaucoup de réussite dans cette vision Merci. qui est louable de pouvoir transformer nos produits et surtout le côté sain. Donc, il faut fournir des produits sains à à notre population et également C'est donner de la dignité à nos parents et agriculteurs ça. qui produisent dans nos territoires un peu abandonnés.
et oui, les donner plus de dignité. Donc, c'est une mission qui est très, très louable. Et nous mettrons vos coordonnées justement dans la description de cette vidéo. Donc, pour mhm, toutes les personnes qui voudront rentrer en contact avec vous, oui, on mettra peut-être votre LinkedIn pour directement vous contacter oui, et vous pourrez en discuter pour d'éventuelles collaborations. Et de même pour les autres personnes bah, qui veulent l'avoir bah, à travers la plateforme Prestataire Africa. mhm, Il y a l'entreprise Africa Foodies Industries. Vous pouvez directement faire une demande dessus. mhm. Et la demande, si on la reçoit, bah, nous, on vous la transmettra et vous pourrez rentrer en contact avec les personnes concernées. Donc, je vous souhaite D'accord. encore une bonne fin de journée et Merci beaucoup. merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.